Welcome back, everyone. It's 1:30. Il est 13h30, bienvenue à nouveau. Nous avons eu une discussion par panel extraordinaire sur le dilemme européen de la sécurité. J'espère que vous avez bien aimé cette session. Deuxième panel maintenant, coopération en matière de défense pour le Canada et d'excellents panélistes, un excellent président de session aussi animeront le tout. Je vais maintenant donner la parole à Andrea Charon, qui sera la présidente, ou qui sera le président, pardon, du panel. On termine à 15 heures, donc dans 90 minutes. N'oubliez pas que vous pouvez écrire des questions dans la boîte de dialogue en bas de votre écran pour vos questions. Si vous voulez une traduction, une interprétation, vous avez un petit globe, vous appuyez dessus et ça dit interprétation ou traduction, je suppose, j'ai oublié, mais en fait, c'est pour l'anglais ou le français pour l'interprétation. Donc, Andrea Charon, elle est avec nous. Vous avez la parole. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi d'être ici. Nous avons 3 conférenciers formidables. Je veux juste m'assurer qu'ils soient prêts à bien démarrer. Je vais vous les présenter. Il y a d'abord, c'est sur le dépliant, vous avez Stephanie Carvin de l'Université de Carleton, l'école Norman Patterson School of International Affairs, et nous avons Marco Bruno Munier de l'UQAM et Jean-Christophe Boucher de l'Université de Calgary. Voilà. Ils ont tous un parcours professionnel exceptionnel. Je vais regarder ici, voir si Stéphanie est là. Elle a peut-être eu un peu de difficulté à se brancher. Alors, Marco Munier parlera en premier et par la suite, nous aurons Jean-Christophe Boucher. Et Stéphanie viendra nous voir, j'imagine, après. On l'entendra après. Elle vient de se joindre à nous. Alors, c'est merveilleux. Bonjour, Stéphanie. Stéphanie, avez-vous besoin d'une minute ou êtes-vous prête à débuter? Voilà, on y est. C'est parti et j'ai eu une mise à jour de mon ordinateur et donc ma vie a été tout à fait chaotique à cause du redémarrage du système iOS. Voilà, le système d'exploitation. Alors, est-ce que vous me voyez à l'écran? Est-ce que je fais un partage d'écran? Après chaque conférencier, après leur allocution, nous considérerons des questions. Donc, comme Jonathan nous l'a rappelé, utilisez la fonction question-réponse. Parce que je ne peux pas faire du multitâche tout en clavardant. Désolé. Donc, utilisez cette fonction. Alors, Stéphanie, pouvez-vous faire un partage d'écran? Je crois que vous le pouvez. Oui, voilà. Et donc, voici Stéphanie. Vous avez la parole. Vous voyez ici ce qu'on voit le tout. Oui, du maple leaf, de la feuille d'érable à la fleur sur le mur, le déclin canadien en matière d'alliance. Et donc, excusez-moi, j'ai raté mon introduction. Je ne veux pas vous faire souffrir davantage, donc je vais l'épargner, je crois. Et donc, oui, bonjour à tous. Alors, on y va. C'est un véritable plaisir pour moi d'être là. C'est une recherche sur laquelle j'ai travaillé avec moi, si vous le savez déjà. Est-ce que j'ai 15 minutes ou pas? D'accord, merci pour le rappel. Alors, nous avons travaillé. Notre travail, on parle de l'alliance ou comment les choses se jouxtent. Bon, ce qui est adjacent. J'ai écrit un livre que j'ai placé de façon stratégique ici pour que vous le voyez bien. Intelligence Analysis and Policy Making the Canadian Experience, c'est le titre de mon ouvrage. Pourquoi je veux en parler aujourd'hui? Eh bien, c'est parce qu'une des choses que nous avons découvert, c'est que ce n'est pas juste une question de défense lorsqu'on parle d'intelligence. Il y a plusieurs implications, la complexité par rapport à la sécurité, aux alliances, etc., doivent être considérées. Donc, il y a beaucoup de choses qui surgissent. On pourrait écrire bien davantage là-dessus. J'espère que nous aurons le traitement d'un élément qui traite d'autres éléments pour parler de la relation du Canada avec les États-Unis, entre autres. Bon, on me donne des choses assez sophistiquées. Voici. Alors, notre projet que l'on appelle Get Smart. Je ne sais pas si vous saisissez cette blague-là. Je suis un peu vieille parce que j'ai vu l'émission Get Smart à l'époque. Ça remonte, là. Si vous êtes des milléniaux, je m'excuse, c'était une émission des années 60 très amusante. Et notre projet s'appelle Get Smart en référence à cette émission. On a essayé de trouver le nom le plus ennuyant possible pour notre livre, mais ce projet s'appelle Get Smart.
nos conclusions. Le contexte Five Eyes, 5 yeux, littéralement, et la réponse en matière de canadianisation et les alliances. Notre projet s'intitule Get Smart. Comme je l'ai dit, la question clé que l'on va considérer, c'est l'analyse en matière d'intelligence. À quel point est-ce qu'elle soutient au Canada la manière de légiférer et comment peut-elle être améliorée? Bon, je prends pitié mon collègue parce que nous dit à Carleton, lui, il était là un peu plus bas à l'Université d'Ottawa, mais bon, peu importe, je fais une blague. Mais nous allons considérer notre expérience de façon peut-être plus rigoureuse. C'est-à-dire que ce qu'on a décidé en collégialité, c'est de passer en entrevue plutôt la communauté. Nous avons eu 70 entrevues au Canada et à la fois, oh désolé, j'ai appuyé sur un mauvais bouton. Désolé. Et donc, essentiellement, nous avons passé en entrevue 70 personnes. Et donc, bon, il y avait une étendue de représentation. Il y avait des gens qui avaient travaillé en politique, mais qui avaient tout parlé un peu ou traité de l'intelligence ou d'autres personnes qui devaient parler à ceux qui prenaient des décisions en matière d'intelligence, etc. Donc, il y avait des gens qui travaillaient l'analyse à partir de leur bureau et nous avons parlé avec d'autres experts relativement à d'autres champs de compétences. Inaudible. Et du point de vue politique également, notre projet est très unique. Nous éclairerons davantage là-dessus si nous le pouvons. Il y avait des gens qui étaient également des retraités. Alors, nous avons parlé à des Américains des États-Unis, des Canadiens, des Britanniques. Nous avons essayé d'obtenir une perspective extérieure relativement à la communauté de l'intelligence canadienne pour savoir où elle est et ce genre de choses. Alors, pour le livre, nos conclusions, le rendement général n'est pas formidable au Canada. Donc, cette performance s'est améliorée depuis l'an 2000, néanmoins, en la matière. Depuis l'an 2000, on a vu la collectivité communauté canadienne qui est académique. Je ne veux pas parler de cela comme si c'était péjoratif, mais c'était des recherches trop longues, on ne savait pas pourquoi c'était écrit, il y avait un manque de clarté, ça ne se rattachait pas à des éléments de politique précis. L'interprète s'excuse. Il semble que la présentation est parfois coupée. Alors, il y a des éléments qui sont intéressants en termes de discussion, mais peu pertinents. La pertinence ici, c'est un facteur clé. Cependant, c'est quelque chose qui, d'après nous, a été élaboré par la communauté. Cela a eu un impact sur les formats qui étaient différents. Et donc, on a eu des fois des cartes d'une seule page, ce qu'on appelle le Prismap, et donc des cartographies d'une seule page qui ont été présentées aux gens. Ou encore une page ou un document de 2 pages pour parler de la situation mondiale. Il y a un équivalent canadien, une version qui a été conçue. Vous avez parlé du Daily Brief aux États-Unis. Vous savez, c'est la séance d'information quotidienne au président des États-Unis. On a la même chose. Il y a l'équivalent au Canada et c'est le secrétariat IAS qui s'occupe de ça. Donc, on informe le premier ministre quotidiennement. Alors, il y a des éléments de performance qui sont assez bien, d'autres moins bons. Il y a certaines agences qui ne performent pas bien, qui ne comprennent pas bien quel est leur ordre de priorité, leur agenda, vraiment. Il y a manque de clarté. Le Centre d'Integrated Tourism Assessment Center qui est censé informer les répondants des premières lignes, mais maintenant ne donne des informations qu'aux gens de haut vol sur des thèmes en particulier selon leur propre décision. Donc, il y a comme une crise d'identité à ce niveau-là. CEPINCOM, par exemple, conseiller le Private House Council, d'autres secrétariats, etc. Donc, voilà. Et cela se rattache très bien à la dernière présentation sur qu'est-ce qui nous surprend. Quelles sont les surprises? Quels sont les éléments reliés à l'élément de surprise? Par rapport au projet également, il y a l'idée des électrochocs. Si vous regardez la littérature sur les services, sur les renseignements secrets, l'intelligence, lorsqu'on a échoué à réformer l'intelligence dans certains pays, bon, il y a eu un problème dans les renseignements et il y a eu un problème au niveau communautaire. Donc, il y a des impacts, mais ça ne marche pas comme ça au Canada parce qu'on n'échoue pas, voyez-vous. Si on ne fait pas les choses, enfin, on ne peut pas échouer à les faire parce qu'il y a quelque chose d'autre qui doit pouvoir décrire le changement. Et il y a cette idée des électrochocs parce que les électrochocs, c'est un terme qui a été prononcé par une personne qui avait été passée en entrevue. On l'a adopté en quelque sorte. Et donc,
il y a un changement au niveau des événements, c'est-à-dire qu'il y a une migration. La communauté du renseignement au Canada, traditionnellement, s'est rendu compte qu'ils devaient travailler avec leurs partenaires non traditionnels. Un bel exemple de ça, c'est les forces étrangères. Donc, on est pris un peu par surprise au niveau des passeports, mais les investissements étrangers aussi. La prise de contrôle par Synagogue de Tucson, encore une fois, je pense que c'était là un autre exemple inaudible. L'interprète s'excuse. La présentation semble être coupée à cause de difficultés techniques. Ressources naturelles, investissement, le problème de la désinformation, les élections 2016 et la COVID-19 maintenant, c'est pas surprenant parce que Santé Canada, même si c'était périphérique, en ce qui a trait à la communauté ou la collectivité du renseignement, mais c'est en train d'être traité par les pouvoirs maintenant. Donc, il y a des changements sur différents événements. C'est quelque chose qu'on espère traiter dans une recherche ultérieure, mais je pensais que c'était intéressant de considérer le tout en ce qui a trait à ces discussions sur l'effet de surprise. Et finalement, il y a un problème structurel, c'est-à-dire que le Canada est sécuritaire, entre guillemets, donc tout le monde se soucie peu de la politique étrangère ou même des renseignements, des services de renseignement, etc. Et donc, c'est peu sophistiqué comme structure comparativement à nos alliés, donc changer la structure, c'est difficile. Quelle est la situation au Canada? Qu'est-ce qui s'applique en matière d'alliance pour les services de renseignement entre les alliés? Eh bien, ça ne m'a pas surpris, ça, ce contexte des 5 yeux, les Five Eyes Context, lorsqu'on est allé à Washington, on a parlé des Canadiens et des Américains des États-Unis. Eh bien, on s'est rendu compte que le Royaume-Uni, l'Australie, les États-Unis sont dans une ligue à part. Même au-delà des 5 yeux. Je ne dis pas que c'est plus pertinent, mais cela va au-delà des 5 yeux des Five Eyes. Et donc, de là, le nom de ma présentation, Les fleurs au mur, n'est-ce pas? Et un thème qui a été soulevé à plusieurs reprises par les Canadiens, des gens des États-Unis, c'est l'Australie. Il y a des Australiens qui vont participer un peu plus tard, mais serait intéressé à savoir ce qu'ils ont à dire. Hein, les Australiens, ils considèrent les problèmes en passant par la lorgnette australienne, la perspective australienne. Ils pensent à un thème plus vaste, ils comprennent les questions qui ont trait aux services de renseignement et ces perspectives sont abordées et mentionnées. Donc, il y a une perspective unique sur ce thème-là. On utilise des ressources, on travaille là-dessus. Sur ces dossiers, selon la conversation, je ne pense pas qu'à Washington, on peut faire quoi que ce soit sans frapper un Australien. Tout le monde est là, à moins de quelques centimètres, vous êtes toujours à côté d'un Australien. Au Canada, c'est différent. Beaucoup de gens disent que c'est difficile, en fait, de faire en sorte que les gens se rendent à Washington et puissent s'engager auprès de leur contrepartie. Mais vous pouvez prendre une envolée d'Ottawa à Washington en une journée, y tenir votre réunion et revenir. Mais les gens ne le font pas à cause de gens qui pensent que ce n'est pas nécessaire, ils n'ont pas le budget ou ils sont paresseux. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens ne vont pas participer à des réunions en une seule journée pour revenir. Donc, ce qui garantit une relation. Donc, je ne comprends pas ça, mais les Australiens comprennent que s'ils ne sont pas présents sur place, on ne pense pas à eux. Et donc, il y a les quartiers plus dangereux où ils vivent également. Ils ont une culture plus mûre, plus intelligente. En fait, ils écrivent, ils rédigent des évaluations en matière de services de renseignement, ils font une critique, ils ont promulgué des lois sur les services de renseignement à quelques années de différence. Donc, c'est un élément central de leur politique. Les services de renseignement, c'est très important pour les Australiens. Donc, ce n'est pas quelque chose d'à part ou de peu important. Alors, est-ce qu'on n'idéalise pas les Australiens? On parlerait d'idéalisation australe, ou australienne. C'est le thème qu'on a mentionné, c'est l'australisation. Et leur quartier, comme on dit, leur région est beaucoup plus dangereuse. C'est dû au fait de cela, je pense qu'on a cette emphase qui est mise, cet accent qui est porté sur les services de renseignement. Dans cette région, lorsqu'on parle là-bas de sécurité nationale, ça n'a aucun rapport avec comment on parle de la sécurité nationale au Canada. On ne fait pas le Canada que fait l'Australie. Participation active dans des alliances. Premier élément, le Canada n'utilise pas beaucoup de ressources pour cultiver les relations, on l'a déjà dit. Supposément
que c'est difficile de faire en sorte que des Canadiens se rendent à des réunions à Washington en faisant un voyage d'une journée, retour au Canada le même jour. On ne soulève pas des conversations autour de la table. Ce n'est pas habituel. On me l'a dit souvent. Les Canadiens participent à des réunions, mais ils n'ont pas grand-chose à dire autour de la table. Rien d'unique, en fait. Stéphanie, s'il vous plaît, je déteste vous interrompre. Il vous reste quelques minutes à peine, mais parlez plus lentement, s'il vous plaît. Les interprètes, s'il vous plaît, je les ai oubliés. Alors, les Canadiens parlent peut-être trop vite lors des réunions. Ah, ça, c'est un autre problème. Merci de me le rappeler. Les gens ne pensent pas au Canada en priorité. On ne prend pas le temps non plus pour faire ça, connaître nos priorités. Et je pense que le problème, c'est que comment va-t-on résoudre le tout? En Australie, on a des avantages là-bas que nous n'avons pas. Ils ont des services de renseignement étrangers. Nous, on n'a pas ce genre de renseignement. Ça coûte très cher pour nous. Et c'est un cauchemar juridique. Et politiquement, ce serait très difficile à faire au Canada, ce qu'ils font en Australie. Mais ce que nous avons découvert, et ceci a des ramifications en ce qui a trait à comment les relations sont faites, il y a l'idée de la canadianisation de la communauté des services de renseignement international. Et c'est de faire des choses qu'on fait en Australie, qu'ils le fassent consciemment ou non. Ce qui inclut une démarche visant à inclure une perspective canadienne, surtout sur l'information que l'on obtient. Le Canada, bien sûr, est un consommateur net de services de renseignement. On lit plus de renseignements qu'on en donne. Mais dans cette information, la question, c'est est-ce qu'on évalue ou révise le tout de façon critique en comprenant quelles sont nos priorités de politique étrangère? C'est difficile parce que nous n'avons pas de priorité en matière de politique étrangère, mais j'en parlerai dans quelques instants. Maintenant, en ce qui a trait à la façon d'appréhender cette intelligence étrangère, ce service de renseignement étranger. Est-ce qu'on voit le tout par le prisme d'une politique qui met l'accent sur les intérêts canadiens? On parle du biais. On en parle dans nos conclusions. Les officiels canadiens sont stupéfaits des compétences des États-Unis et des Australiens ou ailleurs. Nous, on n'a pas ces compétences-là, ces pouvoirs-là, si vous voulez. Mais il faut comprendre les renseignements. Si vous êtes les États-Unis, et vous faites la cueillette d'informations sur le Moyen-Orient. Et vous le faites en comprenant quelles sont vos compétences, vos ressources dans la région et en comprenant quels sont les outils de politique dont vous disposez, ce qui aura un impact sur la nature même de votre évaluation. Donc, lorsqu'on nous donne cette évaluation, est-ce qu'on réfléchit à ça? Est-ce qu'on se dit, bon, nous n'avons pas ces compétences, cette capacité d'avoir des actifs dans la région. Est-ce que c'est une conclusion appropriée pour nous, pertinente pour nous? Donc, et voilà, c'est ce genre de questions qu'on doit se poser pour avoir une perspective canadienne. Améliorer les activités de recueil d'informations. On ne va pas créer de CIA canadien. On ne va pas créer un service de renseignement secret comme les services secrets britanniques, le MI6, etc., MI6. Mais le ministère des Affaires étrangères a créé une unité plus petite de renseignement au sein des affaires étrangères. Il y a le Global Security Reporting Programme, le programme de présentation de rapports. Ce n'est pas les renseignements secrets où on va recueillir des rapports politiques, mais c'est de l'information utile que l'on peut utiliser, bien sûr, pour considérer plusieurs choses. Donc, celui-ci a également étendu son mandat de par la loi. En fait, on a de nouvelles priorités qui leur ont été données depuis la pandémie de la COVID-19. Améliorer le partage d'informations, de renseignements dans la communauté canadienne au sein du gouvernement canadien. Voilà l'électrochoc. Partage de renseignements et coordination améliorée au sein du gouvernement canadien. Surtout lorsqu'on doit faire une extension vers les services de renseignement. Des fois, on se dit, vous êtes un fermier, mais il y a des implications de sécurité nationale liées aux affaires étrangères et donc vous devez réfléchir à ça, même si c'est une activité fermière. Et donc, encore une fois, j'ai parlé des unités de renseignement. Il faut en créer ou les renforcer même au sein des agences. Donc, qui aurait pu croire que Patrimoine canadien aurait été à l'avant-scène de cette information? Mais c'est le cas, c'est ce qu'ils font chez Patrimoine Canada. Et donc, je pense qu'il s'agit là d'un élément très important à considérer. C'est-à-dire que vous avez des agences qui n'ont jamais fait cela auparavant. Donc, ce qui mène à un ensemble de nouveaux problèmes, mais on approche la deuxième phase de tout ça de par cette nouvelle perspective sur les services de renseignement. Alors, pour cette alliance, qu'est-ce que l'on peut considérer maintenant? Voyez-vous, l'alliance de l'AUKUS qui a vraiment eu des répercussions choquantes. Cela n'aurait pas dû être ainsi. Si on remonte à
2018-2019, les États-Unis ont bougé relativement à leurs alliés et nous ont ignorés. On n'a pas de présence réellement dans le Pacifique depuis la guerre de Corée. Donc, voilà pourquoi on nous a mis de côté. On a envoyé, je pense, un bateau dans le détroit de Taïwan, mais ce n'est pas une présence énorme du Canada. Donc, le Canada a toujours regardé du côté de l'Occident et jamais à l'Est en termes de sécurité nationale. Il y a l'océan Pacifique, mais on ne pense jamais à ça. On pense toujours à l'Europe lorsqu'on pense de sécurité nationale. Et donc, ça devrait surprendre personne. Les propositions suggérées que j'ai lues sont peu réalistes. Les gens se disent on devrait se joindre à l'AUKUS ou au Quad, mais je ne pense pas que les gens veulent qu'on fasse partie du Quad ou de l'AUKUS. Ils voudraient que le Canada fasse davantage. Mais pourquoi faire partie de ces alliances si on ne fait pas davantage? Alors, je ne sais pas combien de fois je devrais le dire, mais l'Inde ne veut pas que le Canada fasse partie du Quad. Je ne suis pas sûre qu'on va pouvoir s'y joindre. Et AUKUS, je ne vois pas pourquoi on s'y joindrait. Alors, on est un rejoigneur chronique, oui, mais bon. Et Andrea, maintenant, je pense que la prochaine diapositive vous concerne davantage. Alors, j'aimerais aussi placer un mot pour la NORAD et sa modernisation. Je pense que le débat qu'on va avoir au Canada est différent de celui du tournant du siècle. Mais à quel point, je ne le sais pas. Et je ne sais pas, je ne pense pas que les Canadiens vont vouloir dépenser beaucoup d'argent en ce sens après la pandémie. On a besoin aussi de revoir en profondeur les politiques en matière d'affaires étrangères. Qu'est-ce qu'on veut? Quelles sont les alliances qui nous aident? Qu'est-ce qu'on devrait contribuer? Et puis, finalement, la question des 10 et puis l'implication de Mme Freeland. En 2017, elle a fait un discours qui était vraiment très intéressant. C'est un des plus intéressants que j'ai jamais entendu, mais qui reconnaissait que les États-Unis voulaient laisser aller une partie du leadership. Et on n'a rien vu comme répercussion au Canada, et c'est dommage. Alors, il ne s'agit pas d'avoir des interventions à l'étranger nécessairement, mais cette idée que le Canada doit travailler ses alliances et être plus présent dans le monde, bien, on dirait que cette idée-là, on l'a laissée de côté. Et je me demande où le Canada s'en va en ce sens. Va-t-il y avoir des tendances démocratiques? Va-t-il y avoir des divisions? Pour ce qui est de division, notamment quand on passe à l'Union européenne, quand on passe à AUKUS. Alors, donc, un peu de tristesse, finalement. Et puis, je reconnais que je suis un peu vélomoteur. Alors, je vous demande, pardon, je vais ralentir le débit pendant la période de questions-réponses. Merci beaucoup. Nous avons ensuite Marco Bruno Meunier de l'UQAM et il va traiter de la sécurité nationale au Canada et des politiques en matière de défense face à la Chine. Merci beaucoup. Merci de cette introduction. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et j'aimerais remercier le professeur Paquin de son invitation. Alors, vous voudrez bien pardonner mon anglais. Je ne le parle pas très souvent. Et donc, pendant la période de questions et réponses, je vais vous parler en français afin de pouvoir vous répondre davantage en profondeur. Alors, pour ce qui est du sujet d'aujourd'hui, la position du Canada face à la Chine, je vais commencer par les politiques face à la Chine avant de proposer des avenues de coopération et coopération aussi au niveau commerce. Première question. Est-ce que le Canada a réellement une politique en matière de défense face à la Chine? La réponse n'est pas si claire. Ce qu'on sait, par contre, c'est que le gouvernement du Canada n'a pas une politique cohérente et englobante face à la Chine. Mais avant d'en parler plus en détail, je voudrais rapidement résumer pourquoi la Chine devrait attirer l'attention.
D'abord, je ne pense que je vous apprends rien quand je vous dis que la Chine est en compétition avec les États-Unis étant l'allié le plus près du Canada. Ensuite, la Chine a des opérations qui vont à l'encontre des intérêts du Canada. Et récemment, à la lecture d'un rapport, on se rend compte que la Chine récolte de l'information en intelligence au Canada. Aussi, les agissements de la Chine mettent au défi des résolutions pacifiques canadiennes. Et quand on pense à l'histoire de Guangzhou ou son approche à Taïwan, plusieurs questions peuvent être soulevées. Dans les semaines récentes, on a vu une recrudescence de l'agressivité de la Chine face à Taïwan. Et il y a eu donc des bombes et des jets en zone taïwanaise de la part de la Chine. Et c'est un défi à l'ordre international et c'est aussi en compétition avec l'allié principal du Canada et ça devient significatif en matière de défense au Canada. Et il y a des inconsistances entre le Canada et la Chine. Par exemple, il y avait une entente pour ce qui est de la formation de soldats chinois qui a été signée en 2013 en tant que coopération et cette entente devait terminer en 2019 et en fonction des politiques récentes canadiennes de 2017, la Chine ne posait pas problème, semble-t-il, selon ces documents, à l'ordre international. Et il y a quelques mois, on a aussi émis au niveau du gouvernement qu'il y a des réserves face à la Chine sans qu'elle ne soit un adversaire. Selon ce document, Ottawa travaille des stratégies indo-pacifiques. M. Cohen a dit le mois dernier que les États-Unis et d'autres alliés attendent de l'information de la Chine quant aux politiques. Et il y a donc un manque de volonté politique face à la Chine et Huawei le démontre bien. Le Canada n'a pas encore pris de position claire à ce niveau. Et on parle du fait que Huawei ne passe pas les tests de sécurité, mais cela dit, on n'interdit pas encore Huawei et on n'en parle pas encore comme d'une grande menace. En septembre, le premier ministre a dit que ces décisions par rapport au 5G viendraient, mais je pense que la détention des deux Michael a rendu le gouvernement un peu plus frileux et au bout du compte, vraisemblablement, il suivra les mêmes politiques que ses alliés principaux. Mais certaines des actions et des engagements du Canada veulent mettre un frein aux ambitions chinoises. Alors, on essaie évidemment d'avoir une action quant à l'espionnage, espionnage chinois et Russie. Il y a un plan d'action sur la cybersécurité en date de 2019 jusqu'à 2024 et cela comprend une augmentation pour ce qui est de la cyberintelligence et on parle de coopération à l'international en ce sens. Alors, il devient nécessaire de mieux comprendre afin de faire face à la Chine. Cela dit, le Canada demeure engagé envers l'Indo-Pacifique. Généralement, il participe à des exercices avec les pays avoisinants de Guam et l'année dernière,
la marine canadienne a aussi collaboré avec les États-Unis et le Japon pour des opérations en mer. Et donc, le Canada collabore à des actions dans le cercle Asie-Pacifique. On peut supposer que ce sont des activités de coopération avec 13 pays de l'Asie-Pacifique. Pensons à la Malaisie, à l'Indonésie, aux Philippines, à la Corée du Sud, au Japon, à Singapour et les autres. De plus, le Canada s'engage à promouvoir le respect des eaux internationales, notamment les eaux taïwanaises, même si, dans les 3 dernières années, seulement quelques navires canadiens ont été présents dans les mers taïwanaises. Inaudible. Il y a aussi une absence d'un encadrement clair au niveau des politiques face à la Chine et pour ce qui est du Pacifique. Et même s'il va y avoir une stratégie Indo-Pacifique qui doit survenir bientôt, ça ne veut pas dire que les politiques seront claires face à la Chine. En fait, pour ce qui est de l'Indo-Pacifique, les politiques ne sont pas suffisantes et ne sont pas englobantes. En fait, il devrait y avoir des actions qui font partie d'un encadrement et de politiques en matière d'affaires étrangères beaucoup plus vaste. La Chine est vue comme une menace, on le sait, mais une politique pour y faire face, c'est autre chose. Et puis, encore une fois, il faut y avoir des politiques cohérentes avec les intérêts canadiens et la sécurité internationale et les considérations avec les différentes alliances qu'a le Canada. En fait, pourquoi est-ce que ça peut devenir indispensable? Non seulement cela donne-t-il une direction, mais ça envoie un signal de l'intention d'un pays envers les autres, et cela comprend la Chine et les alliés du Canada. Alors, tant que le Canada n'est pas clair en fonction de ses politiques, il ne sera pas un partenaire crédible dans la région Indo-Pacifique. Alors, clairement, un engagement canadien doit être multilatéral ou bilatéral dans cette région et doit se positionner face à ses alliés. Mais avant de parler de coopération et de stratégie possible, le Canada a besoin de savoir ce qu'il veut, notamment face à la Chine. La Chine est-elle un ennemi, un adversaire, une démocratie libérale, une menace ou tout à la fois? Et je pense qu'on pourrait oublier l'idée que la Chine est un partenaire fiable. Mais est-ce que ça n'en fait une menace? Alors, à ce moment-là, quelles deviennent les relations du Canada avec la Chine? Je ne pense pas, et peut-être que je me trompe, que le Canada veut un engagement militaire fort dans la région Indo-Pacifique. Le Canada n'a pas eu une présence importante à ce niveau. Il a été davantage présent dans le Moyen-Orient avec l'OTAN. Cela dit, étant donné les engagements récents des États-Unis, le Canada va peut-être suivre le pas et de suivre le pas quant aux décisions de l'OTAN et des alliés principaux. Alors, j'aimerais maintenant procéder à élaborer sur 2 avenues possibles. Alors, pourquoi ne pas être trop impliqué dans l'Indo-Pacifique? Et je vais mettre de côté certaines considérations de ces pays parce que je ne suis pas un expert de ces pays. Et puis la coopération, M. Boucher va en parler davantage au niveau des pays de cette région. Mais la première forme de coopération, ça pourrait être une forme de coopération intelligente. Alors, il faudrait, encore une fois,
À l'exception, en fait, de la France ou de Londres ou de Paris, quand on parle d'intelligence, ça demeure important. Et il y a de la marge de manœuvre pour une coopération indo-pacifique au niveau de l'intelligence. Peut-être pas de la même manière de ce qu'on voit entre les États-Unis et l'Australie, parce que quand je pense à l'AUKUS, peut-être que Canada et la Nouvelle-Zélande pourraient réorienter les Five Eyes face à la Chine à la lumière de l'AUKUS. Et peut-être que je me trompe. Cela dit, cela n'exclut pas le Canada d'une coopération intelligente au niveau de l'intelligence avec ses alliés. Et cette coopération, ça pourrait être de la cyberintelligence et de la sécurité. Ça, c'est un premier point. Deuxième, ça pourrait sembler loin de l'histoire de la Chine, mais ça ne l'est pas. C'est la coopération avec l'Iran et la participation des États-Unis. En fait, où se place le Canada par rapport à ça? Aussi, la Chine a beaucoup d'intérêt dans le développement de l'Arctique et c'est vrai depuis plusieurs années. Et la Chine élabore des armes. Alors, pour la surveillance du nord du continent, le Canada pourrait faire face finalement à la Chine et aux États-Unis, à la Chine et à la Russie, alors que les États-Unis participent aussi. Alors, les engagements du Canada et ses objectifs dans la région Indo-Pacifique gagneraient à être clarifiés et la même chose est vraie pour la Chine. Et je sais que ce n'est pas quelque chose de simple à accomplir. Entre autres, M. Trudeau ne semble pas être très prêt à aller de l'avant et puis le lobby est très actif dans la communauté des affaires au Canada. Mais ça pourrait avoir un effet de levier. Richard Fadden, par exemple, dit qu'il y a des gens qui pourraient être ouverts à participer avec la Chine et en même temps, ce n'est pas toujours le cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. And finally, we have Finalement, nous avons Jean-Christophe Boucher, qui est professeur adjoint en sciences politiques à l'Université de Calgary et sa présentation traite du Canada et de la défense européenne, redondance, opportunités et confusion. Jean-Christophe, je vous passe la parole. Alors, j'ai envie de changer mon titre, c'est-à-dire Canada et les relations avec l'Union européenne, c'est le renne, le chevreuil dans les phares de l'automobile. Alors, il faut, c'est-à-dire un effet de stupeur. Alors, et je suis très heureux parce que je vais en Europe bientôt, je vais rencontrer un tas de gens à Bruxelles et à l'OTAN et il va y avoir sûrement beaucoup de discussions intéressantes. Et puis finalement, la conférence aura lieu, la conférence à laquelle je devais aller ne sera pas au moment où je pensais qu'elle aurait lieu et donc ça me donne une opportunité de réfléchir à toutes ces questions de relations avec l'Europe. Alors aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur la nature changeante de la sécurité dans l'espace européen. Et je réfléchis aussi au fait que le Canada n'a pas énormément de contrôle et puis en même temps, ça a un effet sur la manière dont le Canada interagit avec l'Union européenne. Puis je vais aussi mettre l'accent
sur qu'est-ce qu'on veut accomplir dans ces relations avec l'Europe et comment bougent les choses. Alors, au moment que vous parlez, le Canada s'est toujours un peu vanté d'avoir de bonnes relations avec les États-Unis et des relations avec Bruxelles, Paris et Londres. Et dans les deux cas, c'est plus tout à fait ce que ce n'était. Et c'est intéressant de voir, alors qu'on parle à des diplomates à l'étranger, à quel point un nombre de Canadiens qui est croissant se demandent qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on interagit avec ses partenaires. Et donc, ça, c'était une longue introduction. Puis en même temps, je pense que les conférences CITA ont été fort intéressantes. Je me souviens d'être allée à Berlin qui nous disait que CITA, c'est réglé, on a des très bonnes négociations. Et puis finalement, j'irai à Berlin, puis les Allemands qui disaient non, 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 nous, on ne votera pas sur ça, puis c'est pas dans l'intérêt de l'Allemagne. Puis les diplomates, en même temps, essayaient de sauver la mise, pour ainsi dire. Alors, pour parler CITA, ont été un précurseur quant aux difficultés avec les relations que l'on a. There's a couple of things that are happening in Europe that is changing dramatically the way Canadians should think about foreign policy. If, like Stephanie said, we actually had a foreign policy review, we could actually make these things. But considering the fact that a lot of people... Considérant le fait que beaucoup de gens à Ottawa, surtout au building, à la bâtisse, Pearson pense qu'on n'a pas besoin de révision de la politique, eh bien, je suppose qu'on va juste le faire à la va-vite. Et le déclin des États-Unis, Jonathan en a parlé, M. Giguère en a parlé, eh bien, je pense que c'est une préoccupation importante pour les Canadiens. Le déclin des États-Unis, ils se repositionnent en Asie, ils ont essayé de le faire sous Obama, les Russes ont envahi l'Ukraine, et ça leur a empêché de le faire. Donc, sur la question européenne, c'est un allié moins solide, moins fiable, si vous voulez. Premier élément. Et deuxième élément que l'on observe, c'est que les États-Unis sont une puissance qui peut s'occuper moins des problèmes de sécurité de l'Europe. Ce que l'on voit, c'est qu'on essaie de pousser les Européens vers des préoccupations états-uniennes et on essaie d'altérer le centre de gravité européen, si vous voulez, parce qu'on essaie de faire pencher l'Europe, non pas du côté sino-européen, mais vers le Pacifique. En fait, on le voit ici dans les pourparlers de l'OTAN, les États-Unis essaient de pousser l'OTAN pour reconnaître la menace de la Chine sur l'Europe, les menaces. Et vous voyez comment les partenaires européens sont peu à l'aise avec toute cette discussion. Ils essaient de savoir comment l'OTAN, comme alliance transatlantique, peut maintenant composer avec des éléments qui ne font pas partie de l'alliance transatlantique. Est-ce que ça veut dire pour le Canada? C'est que pendant très longtemps, surtout pour l'OTAN, on était essentiellement à la suite des États-Unis, on était le partenaire junior de l'Alliance transatlantique. Pour les partenaires européens, nous étions une façon de justifier le comment. Comment, au niveau transatlantique, il y avait plusieurs pays. Ce n'était pas juste une alliance entre les États-Unis et l'Union européenne. Il y avait deux pays impliqués, mais maintenant, nous étions à la suite des États-Unis sur les sillons états-uniens et ces sillons semblent être évanescents. Et un autre élément également, un autre changement en quelque sorte, c'est que les partis impliqués en matière de sécurité pour l'Union européenne s'impliquent dans des changements. Quelques interlocuteurs ont parlé de la France, de l'Union européenne et les Britanniques, les Français, ce qu'ils pensent de cette question. Mais c'est une question importante pour le Canada. D'abord, avant tout, il y a un désaccord assez fort relativement à la nature même des menaces de sécurité en Europe. En Europe, on pense qu'il y a beaucoup de... En fait, on n'est pas d'accord sur les défis. On voit comment l'Allemagne plie un peu relativement à certains groupes pétroliers russes. Et il y a des éléments d'amalgame en Europe. Il n'y a pas de consensus en Europe relativement aux différentes parties et comment l'Europe devrait disposer de ses actifs. Deuxièmement, il y a une désillusion française relativement à la fiabilité des États-Unis. On l'a entendu ce matin, Olivier l'a mentionné. Il y a une colère.
une colère relativement au pacte AUKUS. Les diplomates à Bruxelles, ce qui se passe, c'est que les Français essaient de calmer la donne. La narrative, si vous voulez, dans les institutions de l'Union européenne, parce que les Français, peut-être auparavant, jouaient un rôle beaucoup plus imposant. Mais maintenant, ils ont compris qu'ils devaient créer des alliances et travailler avec les alliés, plutôt que prendre toute la place. Ensuite, sur les questions de sécurité et de la défense, il y a un désalignement, mais relativement au Royaume-Uni. Donc, on doit créer des relations avec le Royaume-Uni et l'Europe pour le Canada. Et comme Stéphanie l'a dit, ça signifie qu'il faut prendre 2 vols, 2 envolées, ce qui est horrible pour les diplomates qui refusent de prendre 2 avions. Donc, les conséquences de tout ça, c'est que nous voyons que les partenaires européens, les institutions de l'Europe, l'Union européenne veulent trouver des compétences supplémentaires, le compas stratégique, par exemple, où l'on se pose la question comment cela cadre bien dans l'OTAN, on se préoccupe relativement à l'OTAN et comment on fait les choses à l'interne. À l'interne, dans les institutions européennes, on nous dit qu'on fait de ça de concert avec les partenaires européens. À l'OTAN, on dit au contraire que nous ne croyons pas obtenir autant d'informations par rapport à ce que font les associés, les alliés, les partenaires européens. Donc, au niveau des préoccupations de sécurité en Europe et à l'OTAN, on ne voit pas d'alignement là-dessus. Ce que l'on voit dans les institutions de l'Union européenne, ils sont en train de développer leurs compétences de défense grâce aux services d'action de l'Union européenne. Ils essaient de jouer un rôle dans la désinformation, en matière de cybersécurité, et toutes ces choses sont faites de façon parallèle avec les organisations de l'OTAN. Au Canada, essentiellement, il y a plusieurs acteurs, une multiplicité d'acteurs en Europe qui développent des compétences relativement à la sécurité. Et selon la perspective canadienne, maintenant, ça signifie qu'il nous faut maintenant accroître la quantité de non-figurants au carnet d'adresses. Bon, et là, on se pose la question, quel parti au juste, qui doit faire quoi, etc. Il y a la nature changeante de la sécurité du monde, c'est qu'il y a le domaine de la sécurité également qui est étendu. Finalement, on fait face à cette question du changement climatique et les flux migratoires qui deviendront des problèmes de sécurité davantage que par le passé. Et le Canada commence à envisager ces thèmes, considérer ces problèmes et voir le tout en termes de positionnement de défense et de sécurité. Deuxièmement, l'impact de la pandémie COVID-19. La santé et la sécurité, ça fait partie maintenant du mandat propre aux forces armées, mais de plus, beaucoup de gens se posent la question, comment la pandémie et la reprise économique, en fait, le financement pour la reprise qu'on a mis en place, comment cela aura un impact sur le budget de la défense? Selon la perspective européenne, il y a beaucoup d'opportunités et d'optimisme pour rehausser les budgets de la défense. Actuellement, les accroître. Si vous regardez l'Europe, c'est la région où les budgets de la défense vont croître le plus pour les prochaines années. Cependant, c'est surtout pour des plateformes en matière de dépenses de capital ou de capitaux. Et beaucoup de gens se posent la question, est-ce que cela sera une augmentation budgétaire durable ou ce sera coupé éventuellement? Bon, pour être honnête, la même chose survient au Canada. On voit une croissance des budgets de la défense, mais on pensait que c'était substantiel comme dépense de défense, mais c'était pour acheter des trousses, mais on ne sait même pas si cette tendance demeurera à l'avenir, ce qui crée de l'incertitude. Relativement à la sécurité également, ce secteur, on se rend compte de plus en plus que les menaces sur la sécurité sont plus nombreuses. Il y a des éléments de résilience, des problèmes d'hybridation, il y a des changements, l'automatisation, les éléments hypersoniques. Le secteur de la défense également change beaucoup, évolue, et les gens font du rattrapage au niveau de l'Union européenne parce qu'il y a aux ramifications de ce que cela pourrait vouloir dire. Et on est en train de développer toutes ces compétences-là de façon ad hoc et on doit demeurer actif relativement à notre réflexion stratégique. Qu'en est-il du Canada? Eh bien, c'est là où l'on voit qu'il y a cette perception que nous avons, le monde évolue, et donc, selon moi, ça signifie que le statu quo, selon moi, c'est pas ce à quoi il faut s'attendre. Si on pense qu'on doit aller en Europe pour éviter la folie des États-Unis ou de l'Asie, je pense qu'on se trompe et on se rendra compte en Europe que les choses ont progressé et que nous devons faire du rattrapage là-dessus.
lorsqu'être au Canada. Qu'est-ce que cela signifie? Plusieurs choses. D'abord, il y a la nature changeante du paysage en matière de sécurité au Canada. Toutes les anciennes alliances semblent être moins pertinentes. De moins en moins, par ça, j'évoque l'OTAN. Et dans les institutions, on voit qu'il y a des éléments apparents qui sont... En fait, ce sont des forces qui demandent aux diplomates de gérer ces défaillances. La Turquie, par exemple, la France et le Royaume-Uni, l'OTAN, l'Est, les partenaires de l'Europe centrale, etc. Lorsque vous pensez à ces dossiers, qu'est-ce que cela signifie? Si vous vous engagez à l'OTAN sous ce contexte, dans ces circonstances, c'est-à-dire qu'on dépasse beaucoup d'énergie, on passe beaucoup de temps pour gérer ces défaillances plutôt que de penser stratégiquement. On fait de la gestion, on fait de la prise en charge plutôt que d'essayer de réformer l'institution. Et donc, depuis la perspective canadienne également, ce que l'on comprend, c'est qu'on nous demande de mettre à jour, de changer la défense. Et les partis également. Bon, les Français demandent ça, mais les Américains nous demandent de moderniser NORAD. Ils veulent que l'on bâtisse surtout un système de défense nord-américain d'y participer. Ça veut dire beaucoup plus d'argent. Et cela signifie beaucoup d'argent et ce n'est pas budgété actuellement. Ce n'est pas prévu au budget et on réfléchit beaucoup à Ottawa pour savoir, mais bon sang, comment est-ce qu'on va pouvoir gérer tout ça? Deuxième élément, il y a tout... C'est pour parler, ces discussions où on dit que le Canada pivote vers l'Asie. Allons-nous envoyer plus de bateaux? Quelqu'un va dire, bon, ce sont des navires. Bon, des bateaux ou des navires. Est-ce qu'on va en envoyer davantage? Est-ce qu'on va joindre quoi? Que veulent-ils de nous? Je pense que Stéphanie a raison. Tout le monde se fiche pas mal des aventures canadiennes au Pacifique lorsqu'on parle aux gens de la marine. Lorsque vous considérez la ligne côtière canadienne au Pacifique, c'est assez petit. Ce qu'on suppose être la zone côtière du Pacifique, c'est la zone côtière des États-Unis. C'est la zone côtière qui descend depuis l'Alaska, car le Royaume-Uni nous a vendu aux intérêts des Américains. Défendre le Pacifique depuis la perspective canadienne est donc, c'est infime, à moins que l'on considère la région de l'Arctique, qui est un autre chapitre. Et troisièmement, on nous demande, à quelques égards, de jouer un plus grand rôle dans l'établissement de partenariats avec les institutions de l'Union européenne relativement à des questions de sécurité aux marges de l'OTAN. Les messages qui nous parviennent des ambassades en Europe font état des partenaires de l'Union européenne qui commencent à engager les diplomates sur des questions de défense et de sécurité. On le faisait toujours auparavant, mais de façon beaucoup plus sérieuse. Et il s'agit de quelque chose qui est fait en tandem, bien au-delà des relations normales de l'OTAN. Ce qui signifie quoi au juste pour le Canada? Il y a donc une confusion quant à l'allocation des ressources. Qui dois-je appeler? Comment déployer l'effort si j'ai un problème? Et maintenant, le voyage que nous organisons actuellement, c'est que nous avons 2, 3, 4 personnes sur l'appel, si vous voulez, parce qu'il y a toutes ces différentes ambassades qui essaient de coordonner la chose pour savoir qui fait quoi. Et ça devient un travail de coordination surtout pour savoir quoi faire. Et ça devient problématique. Deuxièmement, il y a un chevauchement de plus en plus entre les partis de défense de l'Union européenne et ceux de l'OTAN. La pensée, la réflexion stratégique est divergente entre ces deux entités. Il y a cacophonie et non-harmonie. Les Canadiens sont pris au piège de ce type de mentalité et essayer de savoir ou découvrir qu'est-ce qui se passe entre ces différentes entités. Donc, c'est quelque chose qui est mouvant et les choses bougent rapidement et tout présupposer que ce que l'on a fait aujourd'hui dans la boussole stratégique surgissant d'institutions comme l'Union européenne, si on suppose que ça va rester là à l'avenir, on ne le sait pas. Et donc, ces présupposés ne sont pas valides. Et du point de vue diplomatique, cela signifie que nous devons identifier les priorités pour savoir comment on va jouer et il faut bien allouer nos ressources de façon cohérente pour être crédible. Qu'allons-nous faire, comme Stéphanie l'a dit? Est-ce qu'on va juste être quelqu'un qui va participer sans rien dire, comme une fleur sur la tapisserie? Alors, si on nous demande davantage, si les partenaires européens nous demandent d'agir, que va-t-on faire relativement aux partenaires de l'OTAN? Ce qui m'amène à ma conclusion, quelques éléments ici. D'un côté, que voulons-nous avoir à partir de nos relations européennes avec l'Union européenne? Que voulons-nous? Est-ce qu'on veut équilibrer les choses en ce qui a trait au désengagement, le manque d'implication des États-Unis? Est-ce que c'est le genre de relation qu'on veut avoir avec les nations de façon bilatérale, avec la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne en Europe, sans coordonner cette activité nécessairement? Ou est-ce qu'on veut une relation plus
forte avec les institutions de l'Union européenne, avec bien sûr tout le drame qui surgit des institutions de l'Union européenne, et il faudra composer avec. Lorsque vous considérez la perception du public au Canada, le dernier sondage que l'on a fait, je pourrais vous montrer les statistiques, on a posé la question aux Canadiens, quelle est l'opinion qui est la plus importante selon vous? L'Europe, c'est la région, selon ce sondage, et je pense que 70% des Canadiens se soucient plus de l'Europe. Ce que pensent les pays européens vis-à-vis du Canada. L'OTAN, c'est 69%. Et donc, on voit une différence de 10 points déjà. On se soucie plus de l'opinion des pays européens, ce qu'ils veulent de nous, que de l'opinion de l'OTAN, ce que l'OTAN veut de nous. Et ensuite, les Nations unies, ça, c'est encore moins important. Et ensuite, les partenaires des États-Unis et l'Afrique et tout ça, leur opinion est encore plus basse. Et la Chine, c'est au dernier rang. Et selon la perception canadienne, donc la perception du public, ils veulent toujours s'engager dans une relation avec les partenaires européens et c'est perçu comme un avantage, comme un élément nettement positif en ce qui a trait aux relations diplomatiques canadiennes. Actuellement, la stratégie que j'ai vue, ce que nous considérons, c'est que le Canada, essentiellement, est en train de jouer au poker et on ne monte pas la mise. On a les cartes, mais on ne fait rien. On est là, à la table de jeu, mais on ne contribue pas au pot d'argent, au budget, et on ne fait pas grand-chose. On ne met pas nos cartes sur la table. Et c'est comme une stratégie d'apeurement où l'on essaie de deviner ce que fait l'Europe. C'est réactif, ce n'est pas stratégique comme posture, et les choses doivent bouger et avancer vers une progression plus positive. Et je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Merci aux trois panélistes. Des conversations à contenu très intéressant. Et donc, on a encore possibilité de considérer vos questions. Je vais poser la première question aux trois membres du panel. Alors, comment souligner ce que fait le Canada de bon? En fait, je pense qu'il y a quelque chose d'utile à se poser cette question. Y a-t-il des compétences ou y a-t-il des outils dont dispose le Canada, de par lesquels, en fait, sur lesquels on devrait se fier davantage, surtout lorsqu'on pense au monde géopolitique? Pour la première fois de notre histoire, nous avons 3 concurrents stratégiques. On n'a jamais dû composer avec une telle situation auparavant. Est-ce que le Canada fait quelque chose de bien? Et peut-être qu'il faudrait davantage faire cela pour composer avec les défis que vous avez mentionnés, vous qui êtes les membres du panel. Eh bien, je vais répondre et je vais essayer de parler lentement à nouveau. Alors, je pense que, oui, c'est une réponse à une question à la fois, mais j'ai écouté ces 2 présentations qui sont formidables. J'adore faire partie de ce panel. Alors, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'on fait de bien? On excelle à quoi au juste? Et j'avais de la difficulté à répondre à cette question. Je pense que c'est une question très frustrante parce que je crois que nous avons beaucoup de potentiel, nous pouvons faire beaucoup de choses et je pense qu'on passe par une période difficile en ce qui a trait à la réconciliation. Que peut-on apprendre? Est-ce qu'on peut tirer des leçons? Est-ce qu'on peut améliorer du dialogue pour la réconciliation? Pas juste à l'intérieur du Canada, mais vis-à-vis d'autres pays où ça a lieu. Je ne parle pas nécessairement d'un modèle, mais je pense que ça pourrait être intéressant. On pourrait parler de ça, de la réconciliation. Et on excelle à parler de l'importance des femmes dans la politique étrangère, mais on ne met pas de viande autour de l'os. Et un bon exemple là-dessus, je pense que j'ai perdu le fil de ma pensée, mais ce n'est pas la première fois, hein, ni la dernière fois que je perds le fil de ma pensée. On parlait d'un tweet, un gazouillis qui avait été envoyé relativement au Canada qui parlait au sein du Forum sur le désarmement. Et on se posait la question, est-ce que les femmes devraient participer au sein du Forum? Et ça, c'était quelque chose d'insubstantiel. Et je pense que oui, les femmes doivent faire partie du Forum, ça doit faire partie de l'argumentaire, mais les femmes ont fait partie des conversations qui ont trait au désarmement depuis la guerre froide. Et même, il y a eu des femmes qui ont été des chefs de file du mouvement. Et donc, on n'a pas, non seulement, on n'a pas reconnu ce que les femmes ont fait comme contribution, mais c'est comme si c'était une façon pour nous de ne pas émettre des dénoncés relativement à d'autres thèmes clés.
Devons-nous tuer les robots, l'intelligence artificielle, etc.? Toutes ces questions ont une implication au niveau des femmes. Alors, pourquoi est-ce que... Bon, ça n'a pas d'implication par rapport aux femmes. Pourquoi on en parle? En fait, moi, j'ai de la difficulté à réfléchir à ça. On excelle à quoi au juste? C'est difficile pour moi de répondre à cette question, mais on excelle à faire une chose, c'est la cyberdéfense. Voilà, on est très, très bon. On excelle à faire de la cyberdéfense. Donc, il y a le programme de développement des compétences en matière de cybersécurité. On en a vraiment besoin en Asie. On excelle à cela. Et donc, on ne peut pas trop... Il n'y a pas énormément de sujets sur lesquels se pencher en matière de cybersécurité néanmoins, mais on excelle à le faire. Voilà, merci. Marco, y a-t-il quelque chose que là où le Canada excelle, surtout relativement à la Chine? Je vais parler en français, donc n'oubliez pas de changer en anglais pour l'interprétation. Le Canada fait bien, je pense, comme le renforcement de capacité et l'entraînement. Je crois que le Canada est assez bien vu à ce niveau-là. Cependant, il ne le fait pas, il le fait surtout en Europe de l'Est, il ne le fait pas suffisamment dans l'Indo-Pacifique, soit parce qu'il n'y a pas assez de demandes, soit parce que le Canada ne veut pas, tout simplement, parce qu'il n'est pas intéressé. Et deuxièmement, je rejoins Stéphanie quand elle dit que le Canada, ce qu'il fait bien, c'est dans la cybersécurité. Et je le vois de deux façons. Effectivement, renforcer les capacités de cyberdéfense dans les pays d'Asie-Pacifique, les mêmes pays avec lesquels le Canada a un programme de renforcement de capacité, mais aussi pourrait jouer avec les pays d'Europe de l'Est qui sont aussi pas mal réputés pour leur capacité de défense, de cyberdéfense. Il pourrait y avoir des partenariats à ce niveau-là. Voilà. Merci. Merci. Jean-Christophe? Jean-Christophe. Ah, j'espérais que vous m'oublieriez. Au moins dans nos relations Union européenne. Au moins, on est là et à ce qu'il me semble, avec les relations et les contacts qu'on a avec les diverses ambassades de l'Union européenne, c'est qu'on est très actif au moins. Et on est conscient qu'il y a quelque chose qui se produit au niveau de la région et qu'on doit être présent. Je pense que, et donc, d'une certaine façon, je pense qu'au niveau tactique, au niveau de we're going to be there, we're going to show up, we're going to talk to people, we're going to engage with them, we're doing the right thing. Alors, je pense qu'on fait la bonne chose. Bien sûr, tous les commandants militaires diront des tactiques sans stratégie, ça ne veut pas dire grande chose. C'est beaucoup d'actions, mais pas beaucoup d'interactions. Et c'est ici, je pense, que nous perdons du terrain. Et à chaque fois que je parle à des gens à Ottawa, je suis un peu découragée par la politique étrangère au Canada et quand je parle avec des ambassades, je suis encouragée. Alors, je pense qu'il y a des engagements avec les collaborateurs à l'étranger. Mais, et puis, je pense que dans l'ensemble, c'est bon. En ce moment, on essaie d'accroître nos relations et on prend conscience qu'un statu quo ne reviendra peut-être pas. Et tranquillement mais sûrement, j'espère qu'on verra davantage d'activités pour ce qui est de la politique étrangère. Alors, moi, je vais combiner quelques questions qui ont été posées et l'idée d'ensemble, c'est que peut-être qu'il y a d'autres alliés, notamment dans la région Asie-Pacifique, avec qui nous voudrions nous aligner pour avoir davantage de soutien. Alors, pour Stéphanie, une des questions, est-ce que vous pourriez élaborer davantage au sujet du désintérêt de l'Inde ou de la menace que le Canada présente pour eux? Et pour M. Marco, est-ce qu'il y a d'autres alliés dans la région Indo-Pacifique avec lesquels le Canada devrait travailler pour avoir une meilleure contribution d'ensemble, finalement? OK, ben je commence. Merci pour la question. C'est plutôt simple. Et j'ai de l'expérience pour avoir été présente avec des intervenants du gouvernement indien et canadien. Et la réponse courte, c'est une version, une perspective erronée. Je pense qu'il y a de l'activité terroriste qui émanerait des Sikhs au Canada. Ils pensent
qu'en fait, la perception, c'est qu'il y a beaucoup de radicalisation qui a lieu au Canada et il y a de la pression sur le gouvernement canadien en ce sens. Et c'est une des raisons qui explique pourquoi, quand M. Trudeau est allé en Inde, il y avait tellement d'hostilité. Et je pense que c'est une barrière réelle pour ce qui est des relations entre les deux pays. Cela dit, on dit aussi que l'Inde est plus stratégique que ce que je viens d'avancer et peut mettre de côté une certaine partie de sa colère ou de ses inquiétudes, mais en même temps, je ne sais pas si le Canada peut offrir quelque chose qui viendrait équilibrer cette perspective de radicalisme telle que perçue finalement par les gens de l'Inde. Merci, M. Marco. Merci pour la question, c'est très intéressant. Je ne suis pas un expert des puissances régionales en Asie, des puissances moyennes régionales en Asie-Pacifique, mais il y a un pays qui me vient en tête quand vous demandez avec quel pays le Canada pourrait contribuer ou coopérer davantage. Ce qui me vient en tête, c'est Taïwan. Alors, c'est compliqué la question de Taïwan, mais et je pense que pour le Canada encore plus, que c'est une puissance moyenne, c'est un pays qui a quand même des choses à perdre si la Chine prend des mesures coercitives économiquement en tout cas, diplomatiquement. Ça a été le cas, je crois, dans l'agroalimentaire il n'y a pas très longtemps. Mais avec la position qu'a pris récemment les États-Unis sur Taïwan, en disant qu'ils allaient défendre militairement, je n'irai pas jusqu'à ce que le Canada fasse ce genre de déclaration, ce n'est pas sa place. Mais peut-être commencer à travailler de façon un peu plus rapprochée avec Taïwan. Je sais que le Canada a une politique de Chine unie qui n'intègre pas Taïwan dans cette Chine-là unie. Peut-être réaffirmer cette question-là, évidemment, avec les moyens canadiens à disposition. Merci, Marco. Jean-Christophe, anything else you'd like to add? Auriez-vous quelque chose à rajouter? Sur les partenaires d'Asie, Japon, la Corée du Sud, je pense qu'on doit collaborer avec eux, mais on le fait déjà de toute manière. Et aussi de renforcer notre collaboration avec les pays de cette région, oui, mais il faut aussi prendre conscience que le Canada n'aura jamais la possibilité d'influencer de la même manière en Asie-Pacifique qu'il ne le peut en Europe. Et je pense, oui, on veut que le Canada en fasse plus et que le fasse mieux. Il y a beaucoup de plaintes à savoir qu'on n'est qu'un joueur peut-être moyen dans l'arène, mais en même temps, il faut faire preuve de patience et puis il faut dire aussi que le Canada est patient dans les relations internationales. Ah bon, mais merci beaucoup. Je vais maintenant combiner différentes questions de nouveau. Il y a comme des thèmes qui ressortent. Alors, d'une part, Stéphanie avait un commentaire à l'effet que le Canada n'avait pas d'approche sophistiquée en sécurité. Stratégie pour l'Asie-Pacifique. So, how do we reconcile those Alors, comment est-ce qu'on réconcilie ces problèmes? D'un côté, on n'a pas une approche stratégique, semblerait-il, pour ce qui est de la sécurité nationale, et d'un autre côté, on nous demande d'en faire plus. Et pour compliquer la donne, une autre question laisse entendre, est-ce que le Canada s'attend à voir le monde tel qu'il espère le voir, c'est-à-dire un ordre libéral, sans accepter qu'il y a un agenda très réaliste avec la compétition casse-cou avec les grandes puissances, entre les grandes puissances. Alors, Jean-Christophe, allez-y, on vous écoute. C'est fascinant. Et puis, c'est le genre de question que M. Giguère poserait. Alors, je pense qu'il y a différentes manières de réfléchir à cette question. D'une certaine façon,
il y a une question de génération. Il y a des changements dans les affaires étrangères au Canada. Bien sûr, il y a une vieille garde libérale qui était très enthousiaste, mais ils ont tous 70 ans et plus et ne sont peut-être pas alignés avec le monde actuel. Et puis, le gouvernement Trudeau s'est pointé, puis tout d'un coup, ils se sont rendus compte qu'avec D&D, les affaires étrangères, il y avait une espèce de portrait lunettes roses des affaires étrangères. Et puis, il y a peut-être des choses qu'on n'arrivera pas à accomplir sur une base égalitaire, pour ainsi dire. Alors, les Canadiens sont de plus en plus conscients que l'environnement sécuritaire présente des dangers et cela a une influence sur la manière dont ils pensent aux opérations militaires, au financement militaire, aux essais militaires, aux menaces étrangères. Et en fait, on voit que la compréhension bouge. Et puis, quand on parle d'opération versus d'action militaire, il n'y a pas toujours un grand intérêt. On voit que des 55 ans et plus s'intéressent peut-être plus à la question, puis qu'il y a plus d'isolation dans les générations plus jeunes qui se préoccupent davantage du Canada sur une base continentale, pour ainsi dire. Et je pense qu'il y a comme un mouvement en fonction des générations. Il y a des gens qui sont sortis de la guerre froide et qui finalement deviennent de plus en plus âgés. Mais là, il y a des plus jeunes qui regardent ce qui se passe au niveau de l'Afghanistan, au niveau des tensions russes et chinoises. Donc, il y a un certain rattrapage qui se fait, mais en même temps, je vois comme la vieille garde qui se plaint, qui dit qu'on ne retournera pas aux histoires du passé, puis en même temps, on dit qu'on est plus réaliste qu'on pense qu'on ne l'est. Et pour ce qui est de notre conduite, nous sommes, on n'est pas prêt, en fait, à avoir cette conversation à l'interne. Et c'est peut-être pourquoi on n'a pas révisé en profondeur la politique étrangère canadienne. Peut-être qu'on ne veut pas toujours dire la vérité, peut-être qu'on ne veut pas se pencher sur certaines questions. Mais en fait, je serais curieux d'entendre parler mes collègues sur la question. Alors, Monsieur Marco. Richard Giguère, je suis d'accord avec Jean-Christophe qui dit que le Canada est quand même conscient que l'environnement international change. C'était déjà présent dans sa dernière politique de défense, ou document de défense plutôt, où l'ordre international était marqué. On voyait le retour en tout cas de la compétition entre les grandes puissances. Je pense surtout que le Canada, là, il ne sait pas trop quoi faire avec ça. Il ne sait pas trop où se positionner, où contribuer, surtout qu'il voit les États-Unis vraiment se tourner vers la Chine, alors que le Canada, traditionnellement, pas trop, plutôt Europe. Donc je pense que le Canada est en train d'essayer de voir comment être un allié fiable des États-Unis, sans abandonner non plus l'Europe, qui est importante pour lui, mais tout en laissant une place à l'Indo-Pacifique et à la Chine. Et je vais revenir sur la question que vous avez posée sur la stratégie en Indo-Pacifique. Je pense qu'il va y avoir une stratégie en Indo-Pacifique. Je pense que c'est quasiment certain parce que tous ses principaux alliés en ont une ou en développent une actuellement, même en Europe. Donc le Canada va venir avec une stratégie en Indo-Pacifique, mais est-ce que ça va être une stratégie qui sera timide, comme on le voit souvent, on est attaché à l'ordre international, au respect des institutions et à la libre circulation dans les eaux, ou alors, ce que moi j'aimerais voir, c'est une stratégie en Indo-Pacifique qui prenne en compte les enjeux que pose la Chine dans la région. Et ça, j'en suis moins certain qu'on va arriver à ce genre de politique envers la Chine. Peut-être parce que le gouvernement actuel n'en a pas envie, peut-être parce qu'il y a aussi, en termes de politique intérieure, c'est un peu plus compliqué, il y a, notamment avec le milieu des affaires, ou même certains
milieu politique où la Chine fait quand même beaucoup de lobby au Canada, donc les discours peuvent être un peu plus compliqués en interne. Et le Canada a surtout une culture de sécurité nationale, je pense, qui est minimaliste. Donc, il va falloir qu'ils travaillent avec... Parce qu'on ne va pas arriver avec une nouvelle culture de sécurité nationale, vouloir tout faire et investir dans tout, mais plutôt il faudra qu'ils ciblent les endroits dans lesquels il veut s'améliorer. Et je pense que Stéphanie et Thomas Junod ont tout à fait raison dans la canadianisation du renseignement. Donc, accroître les capacités de renseignement canadien, du renseignement canadien, sans toutefois aller dans l'extrême qui serait politiquement non soutenable, c'est-à-dire un modèle à la britannique ou à l'australienne ou à l'américaine d'un renseignement humain étranger qui mènerait des opérations paramilitaires partout. Donc ça, je ne pense pas que ce soit envisageable à l'heure actuelle, mais progressivement, peut-être augmenter les capacités, aller chercher, dans le cadre légal, enlever peut-être certaines limites quant à la collecte de renseignements étrangers. Déjà, ça serait une bonne avenue. Merci. Merci. Oh. And Stephanie, do you have anything? Merci beaucoup. Et Stéphanie, qu'ajouteriez-vous? D'accord. J'ai promis. Essayez de reprendre en français. Alors, je suis très désolée à la traducteur. Apologies. Je pense que ce n'est pas possible. Il y a une croyance que l'affaires mondiale ne fonctionne pas. C'est que ils n'ont pas la capacité de donner des conseils au centre. Donc, Mme Joly commençait pour reconstruire les affaires mondiales et leur capacité à donner le conseil. Peu possible, mais on peut espérer. Je suis très désolée pour mon français d'Oshawa. Ce n'est pas le vrai français, mais je prends beaucoup de courage de Marco qui fait une bonne présentation en français, en anglais. Merci. C'est très mal. Bravo, Stephanie. Alors, bravo, merci de cette intervention. J'ai une autre question et je vais vous la poser à tous les trois. Nous avons un nouveau ministre de politique étrangère. Alors, si on met de côté la défense, NORAD, les contributions à l'OTAN, y a-t-il d'autres outils à notre disposition, tels que des sanctions, notre service public qui est très diversifié, peut-être de l'aide au développement, qui pourrait contribuer à nos alliances, sinon frustrer des régimes autoritaires. Alors, est-ce qu'on peut penser au-delà du secteur de la défense? Qu'en pensez-vous? Go ahead, Jason. Alors, bonjour, je vais tenter une réponse. Justin m'a envoyé un texte qui me disait, une des choses que les Canadiens font bien, c'est le commerce. On est bon dans le domaine du commerce et d'engager des pourparlers pour ce qui est du commerce. Et c'est là que Global Affairs Canada œuvre de manière efficace. Pour le reste, je pense qu'il y a un très, très grand besoin de repenser les affaires globales Canada, de repenser les politiques étrangères, d'investir, de financer ces services pour avoir de bons résultats. Et je dirais qu'après 30 ans de négligence, ben, on voit les résultats aujourd'hui. Et je pense aussi que il n'y a rien, en fait, on espère avoir quelques bonbons et des accolades, mais je ne pense pas qu'on va y arriver.
notamment avec des sanctions. Et si c'est la raison, ces accolades pour lesquelles nous procédons, on fait peut-être fausse route. Je suis toujours très étonnée qu'on agit en fonction de notre réputation. La réputation, ce n'est pas comme ça qu'on mesure le succès. Et tous les gouvernements critiquent le gouvernement précédent d'avoir terni la réputation du Canada, mais ça commence à me fatiguer. Je pense que ce n'est pas une question de on nous aime pas, mais qu'est-ce qu'on fait bien. Et puis, je reviens à cette idée de commerce et qu'on peut démarrer et construire à partir de ce commerce et de ces relations commerciales. Stéphanie. Damn it, I'm the worst on the panel. The thing that I took some inspiration from recently was Canada's ability to get this. It was not a treaty, but agreement on arbitrary detention. So I think that's really important for trying to. Sorry, I'm just going to take this off for one quick second. I think that's really important for those kinds of initiatives, right? Trying to get people together about things on the common good. Now, I've subsequently been told that les gens travaillent sur le bien commun. Donc, encore une fois, ce qui a mené à ce traité ne provient pas nécessairement des affaires internationales. Ça vient de la femme de Michael Cover qui le poussait, n'est-ce pas, par en arrière. Donc, c'est le genre de choses que nous devons voir et je suis à 100% d'accord avec Jean-Christophe. Sa position sur le commerce. Je suis d'accord. Le Canada vient de négocier, bon, je ne sais pas comment on l'appelle, l'ALENA 2.0, le CPTPP. En tout cas, bon, tous ces termes, et je pense que ça va, on peut le faire. Et donc, les gens qui traversent au commerce sont parmi les meilleurs au monde. Et donc, je pense que pour négocier le Brexit, le Royaume-Uni voulait compter sur nos négociateurs parce qu'on est excellents. Donc, voilà, pour les affaires internationales. Ce que j'essaie de dire auparavant, parce que je n'ai pas réussi à le faire, ma réponse s'était interrompue. Nous avons un système où la capacité conseil est vraiment mauvaise. Il faut développer cette compétence à nouveau. La capacité de donner des conseils. À Ottawa, on entend beaucoup parler de ça, ça a été mentionné. On est plus apte à obtenir une stratégie portant sur la défense plutôt que de concevoir une politique commerciale. C'est incroyable. C'est comme ça qu'on pense les affaires internationales. On n'a pas cette capacité à faire des règlements, des lois, prendre des décisions, tandis qu'en défense, ils auraient cette compétence. Il faut procéder petit pas par petit pas. J'évite votre question encore une fois, mais je suis fasciné, passionné par ça. Donc, Andrea, et voilà, je vais continuer à le dire. Marco? Sur le commerce, le Canada est une nation, est un pays commercial. Il y a tout intérêt à conserver certaines libertés de commerce. Peut-être aussi que c'est pour ça qu'il est assez timide sur les enjeux chinois. L'aide internationale, ça fait un moment que le Canada n'est pas un très grand contributeur. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté de réinvestir là-dedans. Et les sanctions, ce n'est pas crédible si c'est le Canada qui les met de l'avant. Ou en tout cas, c'est le seul à les faire. Le Canada pourrait appuyer des sanctions, mais certainement pas de sa propre initiative lancer ce genre de choses, surtout qu'il risque des représailles qui feront mal peut-être à son économie. Donc, effectivement, si on enlève la défense, le commerce, oui. Peut-être la diplomatie, mais là encore, je ne sais pas. Thanks very much. And finally, merci. Et finalement, il nous reste à peine quelques minutes. On devrait peut-être réfléchir en nous-mêmes. Que peut-on, surtout la communauté universitaire ou académique, que peut-on faire pour aider, comme Stéphanie l'a dit, pour avoir une
communauté fondée sur la stratégie pour développer, étayer la stratégie. Comment faire participer les étudiants pour les équipes des écrits, comment travailler avec le gouvernement canadien. Excusez-moi, on vient de me livrer mon iPhone, je dois m'en aller. Marco, y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire en tant que communauté d'intérêt? Peut-on faire quelque chose pour aider en la matière? Pour donner de meilleurs conseils, plus de conseils au gouvernement? C'est difficile à répondre. Voyez-vous, c'est toujours le cas. Je réfléchis et je pense à ce que Gasset et Tom et d'autres ont dit. Tout le monde parle de ça. Le secteur académique, c'est très différent du secteur de ceux qui légifèrent, des politiciens. Ce n'est pas notre travail de promulguer des lois. Non. Mais on ne peut pas dire au gouvernement quoi faire, mais on peut offrir un ensemble de recherches, de commentaires qui sont fondés sur notre activité afin de pouvoir élaborer cela. Et en quelque sorte, je pense que les ministères qui sont plus alignés sur la recherche académique vont mieux. La Défense nationale compte sur un groupe complet qui s'engage auprès des universitaires, qui les financent, qui financent des recherches. Ce n'est pas le cas du tout avec les affaires internationales. Donc, il y a un manque d'humilité peut-être de ce côté-là, ce qui veut dire qu'on ne peut remplir à ras-bord une coupe, une tasse. On peut pleinement agir à cause de ça. Bon, maintenant, en termes d'engagement dans le domaine public, Andrea, je vais vous ramener à ce que nous avons fait pour le CDSN. On a posé une question. À qui faites-vous le plus confiance au niveau de la Défense nationale? Si on faisait ce genre de sondage au niveau de la politique nationale, je pense qu'on obtiendrait les mêmes résultats. Dans l'espace canadien, l'interlocuteur à qui on faisait le plus confiance, ce sont les professeurs, le monde académique. En fait, c'est la communauté de l'intelligence ou des renseignements. Les gens ne savaient pas c'est quoi, mais c'était au deuxième niveau. Ensuite, il y avait les chefs de file, bon, certains leaders, mais c'était avant la cause ou les questions d'abus sexuels. Mais bon, ensuite, plus bas, on avait les gens qui travaillent dans l'industrie de la défense, puis ensuite, les médias beaucoup plus bas. Et donc, s'engager avec les académiciens, c'est important parce que ça augmente la crédibilité relativement à toutes nos actions. Pour la politique publique, c'est là où nous pouvons jouer un rôle parce que les gens essaient de penser en profondeur à ces choses-là. Des fois, on a raison, des fois, on a tort, mais on va susciter un débat. Et le fait de le faire, c'est important. Cela importe à plus grande échelle. Est-ce que cela va changer le point de vue du ministre là-dessus? Probablement pas. Mais est-ce que cela aura, par ricochet, un impact? Je pense que oui. Alors, Marco et Stéphanie, avez-vous quelque chose à rajouter là-dessus? Oui, rapidement. Moi, je vais donner ma perspective de très jeune chercheur et d'encore étudiant au doctorat pour l'académique. Je vois pas mal de choses au niveau académique qui sont écrites, que ce soit des articles plutôt scientifiques, mais surtout même au sein des think tanks, beaucoup effectivement de textes sur la politique étrangère, sur la politique de défense, sur les intérêts stratégiques, etc. Donc, il y a déjà beaucoup d'efforts qui sont faits pour engager non seulement, je dirais, les différents départements du gouvernement, mais aussi la population générale, parce que c'est des choses qui sont accessibles à tout le monde, sans coût. Et comme Jean-Christophe Boucher l'a dit, je ne pense pas que ce soit le rôle de l'académique de pousser un agenda ou de forcer la main au gouvernement en faisant du lobbying. Le rôle de l'académique, c'est de fournir des analyses et peut-être aussi des opinions de temps en temps d'experts. Et c'est au gouvernement, aux différentes branches du gouvernement, d'être réceptifs à ça. S'ils ne sont pas réceptifs, je pense que nous, on est un peu bloqués. On ne peut rien faire de plus. Je vois mal comment on pourrait activement demander aux différents départements de nous écouter ou de nous lire. Donc, je crois qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se font actuellement. Simplement continuer comme ça, en espérant que certaines personnes, à un moment donné, dans les départements, vont se dire, bah, tiens, c'est pas bête ce qui est dit là, je vais peut-être m'y intéresser de plus près. Merci.
Hi everyone. I just want to apologize. I smashed Je my m'excuse iPhone. à tous. J'ai complètement démantibulé mon iPhone il y a quelques 6 mois. Bon, ça fait 6 semaines que j'attends pour mon nouvel iPhone. Je devais signer, donc je n'avais pas le choix. Je devais déguerpir pour aller aller recevoir mon colis, mon nouvel iPhone. Donc, j'ai entendu ce que vous avez dit, les commentaires de Marco, entre autres, l'idée des académiciens qui sont les gens en qui on fait plus confiance de la part du public selon le sondage. C'est tellement drôle. Oui, dans le secteur académique, on a des idées. Ne vous en faites pas. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Notre rôle, c'est de mousser les idées, les pousser plus avant. Je dis toujours, je parle français, mais c'est un français d'Oshawa, mais je parle l'anglais d'Oshawa aussi. Et donc, il faut que ces choses comptent aux yeux des Canadiens. Il faut travailler pour que cela soit le cas. Il faut pouvoir comprendre pourquoi le fait de pouvoir compter sur une organisation commerciale de qualité, il faut que ces choses-là aillent bien au niveau commercial et que cela se rattache aux biens et services qui sont disponibles dans la vie de tout un chacun tous les jours. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important pour la région d'Oshawa? Pourquoi cela importe à Chicoutimi? Moi, peu importe la région, quelque part, là, au Canada. Pourquoi c'est important pour eux? Alors, c'est important pour défendre cet argumentaire plus avant. Parce que, voyez-vous, le cercle académique ne sera jamais valorisé au Canada si on ne peut expliquer cela, cette importance. Et donc, des fois, on travaille pour un projet qui coûte 35 $ à lire comme recherche ou pour des projets qui sont chasse gardée ou des choses inaccessibles, etc. Donc, tout le monde est pas mal actif dans plusieurs éléments de ce secteur, mais je pense que c'est une des meilleures contributions qu'on peut faire, expliquer aux gens que ça vaut, qu'il y a une valeur là. L'ancienne ministre a parlé à la Chambre des communes en 2017 et lorsqu'elle est allée à Washington pour accepter un prix, elle a beaucoup travaillé pour essentiellement expliquer pourquoi ces thèmes, ces questions sont importantes pour les Canadiens, pour la classe moyenne au Canada. Et c'est honteux parce que cela ne semble plus être le cas depuis qu'elle est absente. Mais je pense que c'est quelque chose que l'on pourrait mettre de l'avant à l'avenir. Et donc, je dois m'arrêter parce qu'il est 15 heures. Au nom du public, merci beaucoup, les gens du panel. Et donc, j'aimerais céder le micro à Jonathan. Merci beaucoup, Andrea. Nous avons eu droit à un panel exceptionnel. J'ai adoré cette session, j'ai beaucoup appris. Tellement de choses y sont arrivées durant le panel et on a abordé des thèmes tellement importants, des questions très importantes pour le Canada. Stéphanie a même reçu le colis avec son nouvel iPhone. Elle a même parlé en français. J'ai même compris ce qu'elle a dit. Alors, chapeau bas. Mais sérieusement, les amis, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié votre travail, votre contribution. Vous avez travaillé à 100%, comme on dit. Merci. Il nous reste encore du contenu au programme. Nous aurons une pause de 30 minutes. Nous aurons notre troisième panel qui débutera à 3h30, dernier panel sur la défense et la coopération entre les partenaires de l'Asie-Pacifique. Nous allons mettre l'accent surtout sur l'Australie, la Corée du Sud et les États-Unis. Donc, restez à l'affût et on se voit à nouveau à 15h30 où nous allons reprendre la session. Merci.